Bienvenue dans Paroles sans tabou, le podcast où on parle santé physique, santé mentale et santé sociale, tout cela dans l'ouverture d'esprit, de paroles décomplexées avec respect pour les différences de chacun et chacune. Je suis Naomi, infirmière sage-femme depuis une bonne décennie et votre hôte dans ce podcast. N'hésitez pas à soutenir activement cette initiative en poussant sur le bouton j'aime, en activant la cloche et l'abonnement. Vos commentaires sont la bienvenue dans la bienveillance. Aujourd'hui, on va aborder ce que j'appelle un double tabou, l'euthanasie. L'euthanasie est un tabou dans la société, mais aussi au sein du monde médical. D'ailleurs, je vous invite à me suivre jusqu'au bout et à vous faire votre avis ensuite, s'il vous plaît. Là, on touche à l'essence même de l'humain. On touche à ce qui fait l'humain, la vie, mais aussi la mort. Ma première expérience de cette ambivalence était il y a un peu plus de 12 ans. Vous savez, la médecine a beaucoup évolué d'ici là. À l'époque où les soins oncologiques étaient, disons, un peu plus désorganisés. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les soins oncologiques, c'est les soins de personnes atteintes de cancer. Cette désorganisation était visible dans le fait que les patients ou patientes atteintes de cancer étaient dispersés un peu partout dans les services hospitaliers en fonction de la place disponible. Actuellement, dans beaucoup d'institutions de pays, ces personnes sont regroupées dans un service qui leur est dédié, ce qu'on appelle l'oncologie. Et généralement, en annexe, il y a aussi ce qu'on appelle les soins palliatifs ou soins de fin de vie. Pour en revenir à mon expérience, je participais aux soins d'un patient, plus ou moins la quarantaine, des soins journaliers, donc l'occasion d'échanger régulièrement plusieurs fois par jour. Il était traité pour un cancer du pancréas, malheureusement en phase terminale. Nos échanges m'ont beaucoup marqué, puisqu'il était lucide sur sa situation et donc il n'a pas été avare en conseil de vie pour moi. D'ailleurs, c'est aussi grâce à des rencontres telles que lui que ma vision de la vie a été enrichie. Bref, je m'égare, mais je reviens sur cette expérience. Arrivé à un certain point de non-retour, il m'a annoncé qu'il avait choisi l'euthanasie. J'ai été brièvement surprise, pas forcément choquée, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai ressenti de l'empathie. Oui, je le soignais tous les jours avec mon meilleur sourire, mais en réalité, je voyais sa lente et longue souffrance s'intensifier, malgré les forts médicaments qu'on lui donnait. Et quand je lui ai demandé ce qui lui a décidé à passer le pas, il m'a expliqué qu'il était tellement amaigri qu'il, je cite, ne supportait plus le toucher de sa peau sur les draps de son lit et inversement. Il ne savait plus marcher et dans le fond, lui comme moi, on savait que tout ceci n'était que le début d'un long chemin. Pendant cette conversation, nos silences qui étaient si rares auparavant ont parlé tellement fort et on s'est dit adieu sans pour autant se le dire. Son dernier conseil pour moi a été de rester tel que je suis, sauf si c'est pour m'améliorer et m'épanouir plus. Pour ce qui est de l'euthanasie, j'ai choisi de ne pas être incluse dans le protocole, vivant à ce moment-là le tabou de la situation au plus proche et au plus inattendu. Mais sachez que l'euthanasie a suivi après l'accord d'une équipe médicale et d'un comité d'éthique. Un comité d'éthique, c'est un comité qui est constitué de psychiatres, docteurs, infirmiers, soignants et aussi des spécialistes en droit. J'étais à ce moment-là loin de me douter qu'il ne serait pas une exception dans ma carrière, puisque d'autres ont suivi pour des raisons de souffrances diverses. Alors loin de moi l'envie de vous plomber votre journée avec un lourd sujet de ce genre, mais voyez ceci comme une occasion d'ouvrir votre horizon hors de ce qu'on pense savoir, hors de nos convictions, hors de nos certitudes, etc. D'ailleurs, savez-vous que de base, le mot euthanasie en Grèce antique avait une signification précise ? Pour vous expliquer cela, bien le EU, voulait dire bonne ou bien. Et ensuite, la deuxième partie, thanatos, faisait référence à la mort. En d'autres mots, quand on utilisait le mot euthanasie en Grèce antique, on voulait parler d'une mort douce, heureuse, une bonne mort. Pourtant, nous voici des siècles plus tard, et ce mot, ce thème, se retrouve associé à la souffrance qu'est la maladie et la notion de mort, plus précisément mort auto-infligée. Pour ceux que ça pourrait intéresser aussi,
Ça fait un moment que je pense à ce sujet, mais la véritable impulsion m'est venue en repensant à une histoire qui se trouve dans un livre particulièrement lu de par le monde. Rassurez-vous, je ne ferai pas de théologie, je laisse ça aux prosélytes. Bref, l'histoire est celle d'un roi imminent nommé Saül, qui, lorsqu'il est mortellement blessé en bataille face à l'adversaire, décide de s'infliger la mort lui-même en se jetant sur son épée, préférant donc mourir que d'agoniser entre les mains de ses adversaires. Cette histoire, allez savoir pourquoi, m'a toujours marqué. Et quand j'ai été faire quelques recherches au niveau historique pour voir est-ce que c'était une habitude courante, c'était quoi le délire entre guillemets, j'ai vu qu'à l'époque antique, il n'était pas rare qu'un dirigeant ou un combattant ayant perdu au combat préfère mettre lui-même un terme à sa vie que d'être capturé par l'adversaire. Un exemple historique très connu, celui de Cléopâtre. Et c'est là qu'on comprend que depuis les temps anciens, les humains ont toujours cherché à maîtriser tous les aspects de leur vie, y compris la fin de vie. Mais quand on parle d'euthanasie, on se place directement dans un dilemme moral face à la religion, la culture. Et le fait de parler de ce sujet évoque aussi la mort, la détresse. Donc vous sentez un peu le spectre du tabou qui se manifeste d'autant plus. Pourtant, cela ne change en rien le besoin inexplicable qu'on voit chez certaines personnes de maîtriser leur fin de vie face à la maladie ou à d'autres souffrances. Cette phase va commencer avec ce qu'on appelle les soins palliatifs. Je reviens sur les soins palliatifs. En détail, les soins palliatifs sont des soins qui sont donnés aux personnes mourantes, donc des personnes dont on sait pertinemment qu'elles sont en phase terminale. Et l'idée de ces soins-là, c'est de rendre la mort confortable. À ce moment-là, donc, rentre en général la possibilité d'euthanasie dans l'esprit de certains et certaines. Sachez que la demande vient toujours de la personne souffrante. En fonction du pays, des lois, il existe différentes possibilités. Je vous explique 2 formes possibles, en bref, sans trop de détails, mais comme ça vous avez une idée. Sachez que la 3e forme que je vais expliquer n'est pas incluse dans ce qu'on appelle l'euthanasie, mais est très intéressante pour vous à connaître aussi. La première forme d'accompagnement de fin de vie est ce que j'ai résumé comme étant l'assistance médicale à la fin de vie volontaire. J'ai dû changer l'expression pour éviter la censure YouTube. Dans cette forme-là, les soignants préparent donc les médicaments de fin de vie, mais la prise de ces médicaments est faite par le ou la patiente. Donc le rôle du soignant est de préparer, mais pour ainsi dire aussi de superviser. Mais le soignant n'administre pas le médicament létal. Dans la 2e forme d'accompagnement de fin de vie, connue sous l'appellation euthanasie, le soignant prépare les médicaments et administre le médicament au patient de manière à mettre un terme à la vie. Généralement, ces médicaments-là sont administrés par intraveineuse. Donc on comprend ici que le rôle du soignant est plus actif que supervisé. Ces 2 possibilités sont uniquement pratiquées après demande des personnes concernées et donc analyse approfondie des dossiers en équipe médicale, légale, etc. La 3e forme d'assistance à la fin de vie, qui est pratiquée partout dans le monde de manière spontanée depuis des siècles, mais paradoxalement ne sera jamais reconnue comme telle. Pourquoi ? Bien, se priver de cette méthode désarme en fait face à la souffrance et la lente agonie du mourant. Cette 3e forme d'assistance à la fin de vie est ce qu'on appelle la sédation palliative. On va utiliser de forts médicaments sédatifs avec pour l'objectif de diminuer et soulager la douleur, mais aussi d'autres symptômes liés à la maladie incurable. Généralement, les membres de la famille sont avertis afin de les préparer psychologiquement. Et ce qui rend cette pratique légale est le fait qu'on veille à laisser venir la fin de vie de manière naturelle, avec pour objectif quand même entre-temps d'alléger le déroulement. Donc on va jouer sur les doses de médicaments sédatifs qu'on va donner pour ne pas activer la fin de vie. Alors quand on revient tout particulièrement aux 2 premières méthodes que j'ai citées, ces méthodes sont légales dans plusieurs pays. Je vais vous citer les pays et je vous laisse remarquer un peu le point commun de tous ces pays. On a la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la Colombie, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, la Suisse et quelques États américains. Alors vous remarquez que cette liste ne compte pas de pays asiatiques, de pays du Moyen-Orient ou africains,
Parce qu'on voit que la religion est la cause principale pour laquelle ces méthodes-là ne sont pas légalisées au sein des 3 continents que je viens de citer. Mais on sait avec certitude que dans ces zones géographiques, il y a la pratique de la sédation palliative. Rappelez-vous la 3e méthode que j'ai expliquée. Que ce soit par des médicaments ou encore par des plantes, cette méthode était utilisée bien avant que les pays soi-disant évolués ne légalisent l'euthanasie. Parce que vous serez d'accord avec moi, sur le point à venir, vouloir spontanément soulager la souffrance de l'autre est avant tout humain. Mais la question qui se pose tout de même, c'est de savoir si terminer la vie d'une personne en souffrance est l'étape de trop ou non. Je vous laisse le soin de répondre à cette question individuellement. Je me répète, le but de cet épisode est d'ouvrir le débat dans le respect de chacun, chacune et surtout sans jugement, car jusqu'à preuve du contraire, aucun humain n'a la science infuse. Personne, moi y compris. Entretenons le cercle vertueux en poussant le bouton j'aime, en partageant et surtout, au-delà du sujet qu'est l'euthanasie, ouvrons la parole taboue sur le sujet qu'est la fin de vie tout simplement. Oui, au sein de votre famille, savez-vous quels sont quelques souhaits de fin de vie de vos proches ? Parce que souvent, ne pas avoir de réponse à une question aussi simple, entre guillemets, crée au sein des familles des disputes, des divisions et des griefs irréparables au moment où ça ne devrait pas l'être, c'est-à-dire au moment du décès d'un proche. Je vous laisse avec cette citation. Souviens-toi qu'au moment de ta naissance, tout le monde était dans la joie et toi dans les pleurs. Vis de manière qu'au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi dans la joie.